Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale, une édition délocalisée pour l'occasion au Café de Paris. C'est au cœur de cet établissement mythique de Monaco qui vient d'être entièrement rénové que je vous retrouve donc. Pour rappel, cette institution monégasque a rouvert ses portes le 14 novembre dernier et a été inaugurée par la famille princière ce mercredi. Nous recevrons pour cette édition spéciale en invité Stéphane Valéry, le président délégué de la Société des Bains de Mer, qui nous parlera de la métamorphose du Café de Paris, des commerces qui l'entoureront très prochainement, des différents enjeux et perspectives pour la SBM. Nous recevrons également au plateau celui qui est à l'origine de la transformation du Café de Paris, Luc Leroy, le directeur de la construction et du patrimoine bâti, qui reviendra sur les prouesses techniques qui ont entouré ce programme de restructuration. Le directeur du Café de Paris, Éric Gorjus, sera également notre invité pour nous faire vivre de l'intérieur le nouveau Café de Paris. Dans cette édition spéciale, nous vous parlerons également des grandes étapes de cet établissement à travers l'histoire. Nous découvrirons la nouvelle carte du Café de Paris. Une carte, vous allez le voir, élargie et plus cosmopolite, mais qui fait toujours la part belle au plat signature. Et puis nous trouverons l'accord parfait pour mettre en valeur les mets, puisque le Café de Paris vous propose désormais une nouvelle expérience gustative avec l'entrée de la sommellerie dans l'institution. Puis nous retrouverons en studio Patricia Navarro pour le reste de l'actualité, mais je vous invite tout de suite à pénétrer dans le nouveau Café de Paris métamorphosé. Bonsoir Stéphane Valéry. Bonsoir Madame Thomel, bienvenue dans ce nouveau Café de Paris. Merci de m'accorder cet entretien. Alors nous nous trouvons justement au cœur du triptyque Casino, Hôtel de Paris, Café de Paris. Quelles ont été les grandes étapes de cette métamorphose ? Oui, vous avez raison de parler de ce triptyque. Moi, j'ajouterais ce triptyque magique qui a contribué à construire la légende de Monte-Carlo. C'est, je crois, l'achèvement, effectivement, de la rénovation de la place du Casino, d'abord, puis de l'Hôtel de Paris, qui a été profondément aussi modernisé et rénové. Cette place, elle s'est profondément métamorphosée avec la destruction du Sporting d'hiver et la création, il y a quelques années aussi, du One Monte-Carlo. Donc on peut dire aujourd'hui effectivement qu'elle a achevé sa mutation. Elle est connue dans le monde entier et je crois que effectivement l'apothéose, ça a été l'ouverture de cet iconique établissement, le premier créé par la Société des Bains de Mer, le Café de Paris déjà en 1868. Alors un établissement merveilleusement bien restauré qui garde tout son charme. Cela a été difficile de respecter les volontés de tous ? Oui, bien sûr, parce que c'était un sacré challenge de réussir à recréer l'ambiance du Café de Paris traditionnel tout en innovant. Je crois que le studio anglais, donc Collins, qui a été en charge de la décoration, a fait un super travail et a bien respecté les attentes de nos clients et bien sûr des dirigeants de la SBM, car n'oublions pas qu'il y a aussi un casino dans ce bâtiment. Ce bâtiment, ce n'est pas que la brasserie, la nouvelle brasserie du Café de Paris. Alors d'ici quelques mois, il y aura également un tout nouveau quartier, un quartier autour du Café de Paris avec des boutiques. Et il y a une volonté de la part de la SBM d'élargir ce quartier ou peut-être un souhait de la clientèle également ? Oui, il y avait avant tout, l'objectif c'était de réussir l'ouverture de ce nouveau Café de Paris. Je crois que unanimement, tous les visiteurs qui ont déjà pu profiter de cet établissement reconnaissent que la décoration est un grand succès. Nous sommes là installés au rez-de-chaussée, donc c'est vraiment l'esprit brasserie parisienne du 19e siècle. Mais ce bâtiment, c'est aussi désormais, ça va bientôt être un ensemble de 7 boutiques de prestige qui ouvriront au printemps. Et puis, ça va aussi, au printemps, être le deuxième étage de la fusée Café de Paris. Ça sera l'ouverture de ce très attendu aussi restaurant Amazonico, qui est un concept très festif autour de l'Amazone, avec de la musique, de l'animation et de la cuisine brésilienne notamment.
Les équipes de la SBM ont largement été mobilisées. Comment elles ont été plongées dans ce concept? C'est un très gros challenge de transférer donc le Café de Paris qui était provisoirement installé depuis 19 mois dans la salle Empire. Donc il y a eu une bonne semaine de préparation dans le nouveau bâtiment. Mais on peut commencer à dresser un bilan puisqu'on a ouvert le 14 novembre. On a voulu que ce soit autour de la fête nationale, puisque le prince souverain et la princesse Charlène ont officiellement clôturé cette inauguration, si je puis dire, cette semaine d'inauguration en venant eux-mêmes dans ce Café de Paris le 22 novembre. On peut dire après une semaine que le premier bilan est très positif, puisque si on compare les résultats à ceux de l'année dernière à la salle Empire, le chiffre d'affaires a plus que doublé, rien n'est acquis. Il y a un effet bien sûr de curiosité lié à l'innovation, mais nous sommes, je crois, sur la bonne voie et les échos qu'on reçoit de nos clients sont excellents. Puisque vous parlez de bilan, justement, durant ces 9 derniers mois, il y a eu énormément de rénovations, de changements. Quel bilan dressez-vous de ces 9 derniers mois? Oui, alors ça fait d'ailleurs presque 10 mois maintenant que j'ai accédé à la présidence déléguée de la SBM. Et je me suis attaché, bien sûr, à respecter ma feuille de route avec 2 priorités principales. Le développement international. A été créé donc un poste de directeur du développement international et un résultat est là déjà. Nous avons acquis, vous le savez, en octobre dernier, donc un des plus beaux palaces, sans doute le mieux situé de la station de Courchevel 1850, le Palace des Neiges. Nous allons maintenant le rénover, le restructurer profondément pour en faire un des plus beaux palaces des Alpes. Et puis, parallèlement, j'ai recruté un directeur du développement immobilier, puisque l'autre priorité pour nous sera d'accentuer, d'accélérer encore le développement de l'immobilier en principauté à Monte-Carlo sur des terrains qui appartiennent à la SBM. Et avant de se quitter, Stéphane Valéry, un mot peut-être sur 2024, encore des nouveautés? Un gros défi pour nous au début d'année, au printemps, c'est évidemment l'ouverture des 7 boutiques de prestige du Café de Paris et l'ouverture d'Amazonico. Donc autre grand défi pour nous, il faudra réussir. J'ai un scoop à vous donner. Ça date de quelques minutes, mais la date de l'ouverture d'Amazonico est décidée, validée par le prince souverain. Ça sera le 4 avril donc prochain. Le 4 avril, on donne rendez-vous à tous les téléspectateurs pour venir découvrir à Monaco ce concept. Et puis, dernier point important pour nous dans ce bâtiment, on s'y est engagé, ça sera à l'automne, en octobre prochain, la réouverture du Moods, qu'on appellera le New Moods, et je sais que c'est aussi très attendu de recréer une salle de spectacle vivant, de musique vivante, peut-être aussi certainement d'ailleurs de comédie, club et d'humour. Donc tout ça pour octobre et toujours ici, au-dessous, donc dans les sous-sols du Café de Paris. De belles perspectives donc pour la SBM. Merci beaucoup Stéphane Valéry de m'avoir accordé cet entretien. Je vous propose tout de suite que l'on suive ensemble un reportage consacré à la 6e rénovation de l'histoire du Café de Paris, une histoire riche débutée il y a 155 ans dans laquelle nous plonge Yannick Debevert. Le Café de Paris, c'est une histoire née en 1868. À l'origine, Marie et François Blanc fondent le Café Divan, un restaurant calqué sur les brasseries parisiennes, tendance à l'époque. Le Café de Paris est né d'un oubli en fait, puisque quand on a construit l'hôtel de Paris en 1864, il y avait un oubli, les caves, mais aussi un bar. Il n'y avait pas de bar. Et c'est vrai que c'était atypique parce que le premier bâtiment, c'était un chalet de montagne. On ne s'y attendait pas du tout. C'était pas du tout l'esprit à l'époque qu'il y avait entre le casino et l'hôtel de Paris, mais c'était un petit chalet de montagne. L'intention est claire, il faut créer un lieu de vie prestigieux qui soit meilleur que ce qu'il se fait à Paris. Rapidement, le Café de Paris gagne en popularité et devient l'endroit où il faut être vu. Donc le Café de Paris a ouvert en janvier 1868 et dès la fin du premier mois, on s'apercevait que la salle était trop petite et que, vu l'engouement que ça avait pris tout de suite. Tous les grands de ce monde sont au moins venus une fois au Café de Paris, puisque le Figaro disait « Si vous êtes quelque chose, venez au Café de Marie Blanc et vous serez quelqu'un ». Le Café de Paris a connu 6 rénovations en 155 ans, la première en 1897. L'histoire est un perpétuel recommencement et le Café de Paris n'échappe pas à la règle. Le retour au style Belle Époque s'est fait en 1988, mais avant cela,
Beaucoup de phases ont fait connaître un lieu qui est bien plus qu'une brasserie. Un bar, effectivement, un salon de thé, mais aussi des magasins et une salle de billard. François Blanc a fait venir un professeur de billard à Monaco pour qu'il montre et explique les règles du billard aux clients. Donc après, on a eu des boutiques, un coiffeur, un parfumeur et un tabac et un bijoutier aussi. Voilà, donc on revient finalement depuis ça, avec le drugstore en 1962, on revient un petit peu à ce qui se faisait à l'époque de Marie Blanc. D'après la légende, ce serait donc grâce à François Blanc que le billard aurait fait son apparition à Monaco. La crêpe Suzette ne serait donc peut-être pas la seule innovation du Café de Paris. Bonsoir Luc Leroy. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur de la construction et du patrimoine bâti, c'est-à-dire que votre fonction comporte deux dimensions. Une dimension technique, la connaissance, la valorisation, le suivi, la maintenance et l'entretien du patrimoine bâti de la ville et de la communauté, ainsi que le pilotage de projets de construction. Est-ce que c'est bien cela ? Tout à fait. Lorsqu'on travaille dans une société avec une histoire comme celle de la Société des Bains de Mer, il est évident qu'il s'agit de faire perdurer et de magnifier l'exceptionnel patrimoine qui a été construit au fil de l'histoire. Et c'est là tout l'enjeu effectivement de ma fonction, de réussir à magnifier ça, le faire perdurer et d'offrir des potentialités d'évolution, comme ici au Café de Paris, où ce bâtiment connaît une évolution tout en gardant une certaine âme de son passé. Quels ont été les enjeux techniques de ce programme de restructuration et est-ce que le cahier des charges a été respecté ? Écoutez, l'enjeu principal et essentiel de ce projet, et plus particulièrement au niveau de la brasserie du Café de Paris, a été de réussir l'exercice de faire perdurer, une fois de plus, l'histoire, l'âme et ce que les gens connaissaient et avaient comme attente par rapport à la brasserie et à son renouveau. Mais plus largement, dans le cadre du projet, effectivement, c'est un projet qui s'est tenu dans un délai relativement court, dans des conditions logistiques et organisationnelles qui avaient la nécessité de tenir compte de l'ensemble des contraintes du site de la place du Casino, avec bien évidemment des bâtiments et des exploitations avec des clients, nos clients, avec leurs exigences, avec l'ensemble de l'activité annuelle qui se déroule sur la place du Casino et dans le cœur de Monte-Carlo. Donc là, effectivement, ça a été tout un défi de faire évoluer un bâtiment de façon très technique, puisque vous le savez, on a renforcé les fondations du bâtiment pour pouvoir créer ces étages supplémentaires. Effectivement, d'un point de vue technique, ça a été un vrai challenge, à la fois sur l'aspect constructif, mais également logistique. L'établissement, le Café de Paris, a été modernisé, mais c'est vrai que beaucoup de personnes avaient peur que l'établissement perde un peu son âme d'antan. Tout à fait, ça a été le vrai challenge de la brasserie du Café de Paris, comme on avait déjà pu le faire avec succès sur le bar américain par exemple, ou sur l'hôtel de Paris, où il s'agissait de tout changer sans rien changer en fait. C'est-à-dire que la personne qui rentre dans la brasserie aujourd'hui se dit mais est-ce que c'était déjà comme ça avant, pour une personne qui ne la connaissait pas, ou des gens qui la connaissent et qui l'ont pratiquée pendant quelques années auparavant, s'y retrouvent au travers de différents clins d'œil, différents signes et différents éléments qu'ils retrouvent ici et qui leur permettent de se sentir à nouveau chez eux comme avant. Comment s'est déroulée la mise en œuvre de ce chantier ? De nombreux corps de métier ont œuvré ? Tout à fait. Alors au début d'un projet, il s'agit déjà de mettre en place l'ensemble de l'équipe qu'on appelle de maîtrise d'œuvre, donc avec les architectes, avec les bureaux d'études, les décorateurs. Et c'est vrai que dans un projet comme la brasserie, c'est essentiel de choisir les bons acteurs pour, avec la sensibilité dont ils font preuve, réussir l'exercice, en particulier de la brasserie du Café de Paris. Donc c'est là où on a fait appel au décorateur David Collins qui nous a accompagnés sur ce dossier. Et après, bien évidemment, un chantier ne se fait pas seul. Un chantier se fait avec un ensemble d'intervenants qui constituent en fait une équipe, puisqu'à la fin en fait c'est une équipe qui doit arriver au but et avec le bateau au port. Et donc là effectivement on a fait intervenir à peu près une quarantaine d'entreprises différentes sur cette opération, pour l'essentiel monégasque d'ailleurs, et qui ont œuvré au quotidien avec cette volonté de réussir ce challenge, parce qu'ils avaient l'honneur de vouloir
créer ce nouveau Café de Paris, 6e du nom, et qu'ils puissent bien évidemment en être fiers, puisque finalement l'acte de construire, la finalité de tout ça, c'est d'être fier de ce qu'on fait. Alors, un chantier qui était extrêmement important, comme vous le disiez, pour la SBM. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Il y en a eu, hein, on le sait, mais ça c'est inhérent en fait à différents sujets, puisque vous le savez, le chantier a été mené en site occupé, puisque comme la brasserie, elle, a déménagé pendant un moment à la salle Empire, les jeux, le casino, lui, a continué à fonctionner. On accueillait nos clients quotidiennement dans l'enceinte du bâtiment. Il y avait également, bien évidemment, des boutiques qui étaient déjà existantes, qui ont continué à fonctionner. Donc il s'agissait de faire en sorte que rien ne s'arrête dans le bâtiment pour pouvoir assurer ce fonctionnement. Donc ça a forcément été un challenge. Et des fois, comme on est dans un bâtiment existant, avec son âge et les informations dont on dispose, des surprises, et des éléments qu'il a fallu intégrer après et traiter au fur et à mesure des découvertes. Et bien évidemment, ça a un petit peu perturbé le programme de base, mais on les a affrontés, encore une fois, en équipe, parce que c'est l'ensemble des gens qui étaient mobilisés pour tenir le but. Merci Luc Leroy pour votre témoignage. Que diriez-vous si à présent je vous disais que le renouveau du Café de Paris se retrouve également dans les assiettes? L'établissement a revu sa carte entre classique de la brasserie et plat de saison. Direction les cuisines, toujours avec Yannick Debever. On réclame une milanaise garnie haricots verts, une César poulet en réclame. Midi, début du service en cuisine. La rénovation du Café de Paris s'est accompagnée d'un rafraîchissement de la carte. Aucune révolution à signaler pour les cuisiniers, la brasserie reste fidèle à elle-même, entre plats signature et offres de saison. Il y a une vraie ligne directrice, c'est le lieu et le nom, le Café de Paris. Voilà, on sait qu'on y a inventé les crêpes Suzette, on sait qu'on a des plats qui marchent beaucoup mieux que d'autres, donc on se greffe sur l'histoire et on vient y apporter des choses qu'on veut faire découvrir aux gens. On se plonge beaucoup dans nos grimoires, hein, comme on dit toujours, pour aller voir ce qui se faisait avant, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus actuel. Et c'est surtout la gourmandise et le plaisir du client. On se dit, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce que les gens ont envie de retrouver, une cuisine de confort, des plats qui rassemblent. Donc voilà, c'est ça notre fil conducteur. Chaque saison aura droit à sa carte dédiée. Pour l'inauguration et en cette fin d'année, mollusques et fruits de mer sont les rois de l'assiette. C'est la pleine saison, on travaille des noix de Saint-Jacques fraîches de Normandie, on est dans les potimarrons, on est dans du champignon, on travaille bien évidemment tout ce qui est foie de veau, tout ce qui est andouillette, on fait nos propres pâtés en croûte maison, notre foie gras maison quand on peut le faire. Voilà. Et après, quand le printemps va arriver, que ça sera la saison, on basculera sur des asperges, on basculera sur des produits plus estivaux à la saison d'été, les tomates, les choses comme ça. Le but, c'est vraiment quand même de rester un restaurant saisonnier qui propose des produits de saison. Le service est non-stop entre midi et minuit. La clientèle du Café de Paris est variée, entre touristes en quête de prestige et monégasques insatiables. Mais ce n'est pas uniquement le goût et la qualité des produits qui font la différence. Le Café de Paris, c'est surtout l'esprit brasserie. Ce qu'on veut transposer, c'est cet esprit. Je reviens sur la convivialité, la gourmandise. Après, voilà, on n'oublie pas qu'on est adossé à la Méditerranée et qu'on est proche de l'Italie et qu'on est sur Monaco. Donc on l'a fait évoluer à notre manière, mais comme ils l'ont fait à Lyon, comme ils le font à Paris, voilà. L'esprit brasserie, c'est un service, une cuisine, un lieu et des bons moments passés ensemble. Boire un verre, apprécier une dorade ou simplement déguster une crêpe Suzette. Peu importe la saison, peu importe la demande, au Café de Paris, vous en aurez toujours pour vos papilles. Bonsoir Éric Gorjux. Bonsoir Madame Tomel. Alors vous êtes le directeur du Café de Paris. Déjà, première impression, quand vous êtes rentré dans cet établissement, quel regard avez-vous porté sur ce nouveau Café de Paris? Quelles ont été vos impressions? Un effet waouh général de la part de toute l'équipe et de moi-même. On a pendant 19 mois collaboré avec Luc Leroy pour développer ce qu'est la brasserie aujourd'hui. Et le résultat est juste magnifique et au-delà de nos espérances même. Les équipes ont pris à bras le corps le projet avec moi et toutes mes équipes de management aussi, de direction. Et depuis un peu plus d'une semaine, on est ravis, épuisés mais ravis. Donc tout se passe bien. Vous qui vivez au quotidien le Café de Paris, quelle est l'ambiance qui se dégage de ce lieu? Pour avoir connu l'ancien Café de Paris, il y a une ambiance et on le note auprès de la clientèle
que les choses ont changé sans changer. C'est un peu le mot d'ordre qu'on se dit depuis le début entre nous tous. Et les clients, on ressent la même chose. C'est-à-dire qu'ils arrivent et ils ont leur repère malgré le fait que l'environnement ait complètement été modifié. Et c'est également la même chose pour nous dans l'équipe. Tout vient automatiquement. Donc l'ambiance est très détendue. L'atmosphère est typiquement une atmosphère de brasserie parisienne adaptée à la place du casino. Alors un nouvel écrin pour le Café de Paris. Rien ne change, mais est-ce que rien ne change également du côté du service ? On a également travaillé beaucoup pendant ces mois de transition sur une nouvelle organisation de travail, sur une nouvelle carte bien sûr, développée avec le chef, l'apport des bars également aussi qui ont été mis au centre de l'opération, chose qui n'existait pas avant au Café de Paris. Donc les clients peuvent simplement venir boire un verre en s'asseyant, en s'accoudant au bar. Donc on a développé une carte avec le chef Victor Marion qui a à peu près une cinquantaine de lignes, contre auparavant 26, et qui fait la part belle à la brasserie. Est-ce qu'il y a différentes ambiances pour différents moments de la journée ? Bien sûr, parce qu'on suit en fait avec ce puits de lumière aussi, comme vous voyez juste au-dessus de nous, on suit l'évolution déjà de la luminosité tout au long de la journée qui change. À l'étage, on a une salle avec un plafond plus bas, donc une ambiance qui est de suite beaucoup plus cosy, avec du nappage. Au rez-de-chaussée, on est sur un esprit vraiment bistrot, très parisien, table à nu, pas de chemin de table, rien du tout, seulement les assiettes sur table. Et donc ces deux ambiances sont différentes, mais la carte reste identique sur les deux niveaux. Et puis à l'étage, on a cette magnifique terrasse aussi qui, même en plein hiver comme aujourd'hui, sera prise d'assaut dès 12h, puisqu'on est en plein soleil. Et puis une pièce maîtresse de la décoration, une pièce qui n'existait pas auparavant, le comptoir. Oui, tout à fait. Ce bar qui a été pensé au centre du rez-de-chaussée, qui est ceinturé par l'escalier qui monte à l'étage, et puis aussi qui est surplombé par ce lustre magnifique qui fait penser à tout le monde qu'il était là depuis tout le temps. Alors, on peut déjeuner ou dîner autour du comptoir ou c'est uniquement pour boire un verre ? On s'est dit qu'on allait laisser passer les fêtes et qu'à partir de janvier, il y a plein de petites choses qui vont changer. Bien sûr, l'arrivée des suggestions, l'arrivée d'une mise en place de thématiques culinaires au fur et à mesure de l'année sur plusieurs... la semaine savoyarde, la semaine espagnole par exemple. Et bien sûr, on pourra déjeuner et dîner au bar pour une clientèle des fois rapide, business, sortie d'hôtel, check-in, check-out, voilà. On connaît à présent vos impressions concernant ce nouveau Café de Paris, mais quelle a été la réaction de la clientèle à son ouverture ? La même que la nôtre, c'est waouh, et ça nous fait pétiller les yeux aussi, parce que quand on voit le sourire des gens, quand ils passent la porte, et cet effet d'émerveillement, on sait que l'exercice est réussi. On terminera cet entretien avec ce mot magnifique de waouh. Merci beaucoup, Éric Gorjux. Merci, Madame Thomel. Par contre, je vous propose que l'on reste encore un tout petit peu ensemble pour terminer ce tour des nouveautés du Café de Paris par le vin. Vous en parliez tout à l'heure. Un chef sommelier fait désormais partie de cette nouvelle expérience de la brasserie, une offre attendue et unique. La Société des Bains de Mer possède une des plus grandes caves du monde avec des références étoilées parmi les plus recherchées. À l'occasion de cette rénovation, la SBM a logiquement voulu incorporer dans sa nouvelle expérience du Café de Paris la sommellerie. Nous avons de plus en plus de connaisseurs, nous avons de plus en plus de gens passionnés à travers cela et il nous fallait absolument avoir une visibilité également au niveau de la carte des vins et au niveau des références au niveau du vin qui soient présentes au Café de Paris. Donc avoir une carte des vins qui soit assez innovante, qui soit assez rassurante et qui soit communicative par rapport à l'ensemble de nos consommateurs. Donc l'entrée de la sommellerie, elle est évidente à travers notre parcours. Côté choix, le Café de Paris a opté pour une carte numérique. Au-delà du côté intuitif, cette option permet surtout de mettre à jour quasi quotidiennement l'offre des vins. Au verre, en carafe ou en bouteille, les clients pourront naviguer entre références rassurantes ou surprenantes. On va pouvoir avoir une rotation assez importante d'appellations à la fois simples, comme des Côtes de Provence, et c'est pas du tout péjoratif de dire cela, comme de grandes appellations qui, au cours de l'année, vont pouvoir être mises en avant s'il y a lieu, en fonction de la cuisine du chef également, en fonction de la saison et en fonction de ce qu'on va pouvoir également être en marche de faire en dégustation, en recherche et ainsi de suite. Donc on va être toujours amené à avoir une carte vivante. Le vin constitue le fil rouge, blanc ou rosé de tout repas gastronomique. Un formidable liant apporté par des experts et qui saura mettre un peu plus en valeur l'expérience Café de Paris.
C'est ainsi que se referme cette édition spéciale au cœur du Café de Paris. Je vous laisse à présent en compagnie de Patricia Navarro depuis nos studios pour le reste de l'actualité en principauté. Bonsoir Patricia. Merci et bonsoir Christinda, bonsoir à vous tous. Voici les grands titres que nous développerons dans cette deuxième partie du 19h. Nous vous emmènerons dans une découverte des allées du Salon de la gastronomie qui a ouvert ses portes aujourd'hui au chapiteau de Fontvieille. Nous nous glisserons dans les coulisses du montage du village de Noël sur le port. Une vente d'objets d'art africain est organisée samedi par l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo. Vous en découvrirez les pièces majeures. Comme chaque vendredi, la chronique Ceux qui font Monaco mettra à l'honneur un commerce monégasque. Aujourd'hui, les grands chais de Monaco. Et puis nous suivrons la chorale Malagasy Gospel, venue tout droit de Madagascar et qui a passé quelques jours en principauté. Christinda Thomel et ses invités nous ont mis l'eau à la bouche, notamment dans la première partie de ce journal, en nous dévoilant la carte du Café de Paris qui a rouvert le 14 novembre. Ce week-end, vous aurez donc la possibilité de choisir de vous rendre dans cet établissement emblématique. Et si vous avez encore faim, ou que vous êtes déjà en quête de cadeaux gourmands pour Noël, sachez que le Salon de la gastronomie a ouvert aujourd'hui au chapiteau de Fontvieille. Il s'y tient jusqu'à lundi. Fabien Bonilla, Marie Spagnol et Thomas Deus vous livrent un avant-goût de ce que l'on peut y trouver. Il y en a pour tous les goûts, entrées, plats, desserts et digestifs, que ce soit de la charcuterie, du foie gras, du caviar, de la truffe, du fromage, du chocolat et autres, sans oublier les nombreux viticulteurs. Plus de 100 exposants internationaux ont envahi les 2500 mètres carrés du chapiteau de Fontvieille pour cette 26e édition. Alors nous, on recherche surtout la qualité. Nous, les exposants sont sélectionnés rigoureusement pour la qualité de leurs produits. On cherche des producteurs, on cherche des artisans, on cherche des produits qui ne sont pas disponibles partout et qu'on peut trouver uniquement chez nous, ou notamment dans les régions d'où proviennent les artisans. On fait toutes les foires de France, on se déplace dans tous les salons et c'est pour faire découvrir nos produits, faire goûter le pata negra, faire découvrir tout ce qu'on peut faire avec le pata negra, donc saucisson, chorizo et lomo. Nous on vend du vin, on fait du vin parce que depuis en 1953 on a racheté un domaine, le domaine d'Anjou, pour recevoir tous nos malades, ceux de l'après-guerre, ceux qui avaient fait l'Indochine, ceux qui avaient fait même la Grande Guerre, qui se retrouvaient sans famille. Je vous donne l'exemple du blanc l'année dernière ici, à Monaco, il a été le coup de cœur du jury. Voilà. C'est un blanc qui est 100% rôle, qui est fait en fût de chêne. On a eu le coup de cœur l'année dernière, décerné par le prince Albert pour notre blanc. Nous sommes vraiment le petit producteur par excellence, donc on travaille en regardant beaucoup l'environnement pour avoir un caviar vraiment d'excellence. Ça fait nombreuses années qu'on vient ici, donc on est là pour faire connaître nos produits et éventuellement le vendre. De quoi déguster et faire ses emplettes pour les fêtes de fin d'année. Le Monte Carlo Gastronomie organise également le concours Maestro Chef, où 8 épicuriens dans l'âme ont été sélectionnés pour participer au concours, avec la finale dimanche à partir de midi et lundi dès 10h le deuxième concours Maestro Kid. Depuis mardi, nous évoquons quotidiennement les actions mises en œuvre à Monaco alors que sera célébrée demain dans le monde la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Et aujourd'hui, c'est en sa résidence, vous le voyez sur ces images, que le ministre d'État a reçu tous les acteurs de ce combat à Monaco, et tout particulièrement ceux qui ont pris part à la campagne de sensibilisation et d'information. C'est le cas de Cédric Biscay, le père du manga Blitz. Il a proposé un opus dédié à cette cause. Le tome consacré aux violences numériques a été présenté hier soir à la médiathèque. Et puisque l'on parle de lecture, c'est aujourd'hui qu'ont été inaugurées les nouvelles bibliothèques partagées de la mairie au parc Princesse Antoinette et au marché de la Condamine. Une initiative qui intervient au cœur de la semaine européenne de réduction des déchets. C'est le 7 décembre prochain que le village de Noël ouvrira ses portes. Les chalets sont en cours d'installation et les sapins sont déjà arrivés. La course contre la montre a débuté pour les équipes de la mairie, comme vous allez pouvoir le voir dans ce reportage. À peine les forains partis, il a fallu enchaîner rapidement avec le montage du village de Noël sur le port. Les équipes de la mairie sont sur le pont, qu'il s'agisse du montage technique des chalets et des décors ou de la végétalisation des lieux. On va monter tout ce qui est chalet, tout ce qui est pour les exposants qui vont arriver, tout ce qui est vestiaire. Et donc le technique, on va s'occuper aussi du barriérage. Et donc on va faire tous ces montages-là sur une semaine et demie environ. Le village de Noël, c'est
un des plus difficiles en chantier, mais en même temps, c'est un des mieux dans le sens où, avec l'organisation et avec la bonne équipe qu'on a et la bonne ambiance, effectivement, l'ambiance de Noël, tout ça, on est vraiment content de travailler dessus. Et on est dans une excellente ambiance, avec beaucoup d'euphorie, et donc ça se passe réellement très bien. Et que serait un village de Noël sans sapin? Il a fallu une bonne journée pour les libérer tous des filets qui les enserraient. Cette année, oui, il y a énormément de sapins. On a quand même commandé à peu près 950 sapins, ce qui va représenter beaucoup de préparation. Ces sapins, c'est une variété normande. Voilà, c'est une variété qui garde donc ses aiguilles, quoi. Ça permet justement de passer, on va dire, la période de décembre jusqu'à début janvier avec les aiguilles sur les sapins, quoi. Cette année, le village de Noël sera placé sous le signe des célébrations du centenaire de la naissance du prince Régnier III, avec pour thématique Régnier III, prince passionné, et l'on pourra retrouver toutes les animations qui ont fait le succès du village ces dernières années. On ne peut pas faire un village de Noël sans stand alimentaire, les classiques. On aura évidemment des crêpes, des gaufres, du vin chaud. Et puis on aura aussi tous nos stands de vente de cadeaux de Noël, avec des bijoux, des décorations de Noël, des vêtements chauds, des jouets, voilà, tout ce qu'il faut pour s'amuser, et également des manèges pour les enfants. Un village animé donc, et qui s'inscrit cette année encore dans une démarche durable, puisque tous les sapins qui serviront à la décoration seront ensuite récupérés, broyés et destinés à être recyclés. Le village de Noël, donc sur le thème Régnier III, prince passionné, sera officiellement inauguré le 7 décembre. Autre action de la mairie pour Noël, le 15 décembre prochain aura lieu à 17h à l'espace Léo Ferré, l'arbre de Noël réservé aux enfants de 3 à 7 ans de nationalité monégasque ou résidant en principauté et sous condition de ressources de la famille. Eh bien, sachez que les inscriptions sont ouvertes et elles se poursuivent jusqu'au 4 décembre. L'hôtel des ventes de Monte-Carlo propose demain samedi une importante vente aux enchères dédiée à l'art africain. Plus de 200 objets issus de nombreux pays y seront mis en vente, comme vous l'explique Vanessa Dessy sur des images d'Hugo Comasa. Homme de goût à l'œil affirmé, le docteur Michel Gault est avant tout un collectionneur avisé qui a initié le marché du dessin ancien il y a près de 30 ans. Il change ensuite de direction pour se tourner vers l'art africain. Il l'a fait avec passion, connaissance aussi très, très acérée. Et il a réuni à peu près 200 pièces, dont des pièces assez importantes. Et d'ores et déjà, ça a suscité, bien entendu, parce que les ventes ne sont pas très fréquentes dans ce domaine, l'intérêt de beaucoup de collectionneurs étrangers et nationaux. Ces chefs-d'œuvre sont donc issus de collections privées. Cette importante vente aux enchères proposera différentes pièces maîtresses. Vous avez cette photo de couverture, cette statue Sonji qui était là pour protéger des maladies et des mauvais sorts. Vous avez aussi surtout cet appuie-tête en ivoire dont nous avons pu faire tester l'ancienneté, donc plus de 150 ans, ce qui est rare pour les objets africains en fait. Ensuite nous avons une deuxième collection, enfin un deuxième ensemble exactement, qui a fait l'objet d'un deuxième catalogue, où nous avons un masque très très important, un masque Fang du Gabon, dont on peut imaginer aussi qu'il est ancien parce que c'est une expression d'une société secrète gabonaise qui a été interdite par les autorités coloniales à partir de 1910, donc on peut imaginer que c'est antérieur à 1910. Ces pièces passeront sous le marteau le samedi 25 novembre à l'Hôtel des Ventes situé au quai Antoine Ier. C'est l'heure du rendez-vous de ceux qui font Monaco. Chaque lundi, mercredi et vendredi, nous mettons à l'honneur les acteurs économiques de la principauté et plus particulièrement les acteurs de notre quotidien, les commerçants. Fabien Bonilla s'est rendu aujourd'hui dans une adresse que connaissent bien les amateurs de vin. Et oui Patricia, nous sommes devant la plus vieille cave de Monaco. Elle date du tout début du XXe siècle. Venez avec moi, on va rentrer à l'intérieur, on va découvrir ce qu'il y a dans cette caverne d'Ali Baba en quelque sorte. On va aller à la rencontre du directeur. Stéphane Ballester, bonsoir. Bonsoir. Parlez-moi un peu du lieu, de l'âme de ce lieu. Alors, le Grand Chez Monégasque, c'est la plus vieille cave de Monaco, créée en 1904. C'est vraiment un lieu authentique, magique. On a l'impression de rentrer dans un musée quand on rentre dans notre cave. On a voulu garder ce côté un petit peu historique. Quels sont un peu les trésors de cette cave? Alors, on a une grande sélection de vins, champagne, spiritueux. Nous avons des bouteilles, pour ainsi dire, uniques.
où il n'y a qu'un ou deux exemplaires en France et à Monaco bien sûr. C'est-à-dire, quelles sont les perles rares là? Par exemple, il y a des whiskies Glenfiddich sur des 50 ans, où il n'y a que 2 bouteilles, une à Paris et une chez nous. Des bouteilles de la Romanée Conti sur des gros flacons, où on n'en trouve pratiquement pas. Il y a combien de bouteilles, combien de références? En nombre de bouteilles, nous sommes environ 30 000 bouteilles et un peu plus de 3 000 références. Quelle est votre clientèle? Une grosse clientèle, en majorité monégasque, les résidents de monégasque, étrangère bien sûr, connaisseurs de vin et qui vient dans nos chais rechercher un conseil. Et notre force aussi, c'est notre stock, où on peut livrer de multiples bouteilles en 10 minutes sur Monaco. Au départ, les grands chais, nous étions plutôt grossistes, donc distributeurs. Nous travaillons avec 80% des restaurants de Monaco. Et après, petit à petit, nous avons élargi notre clientèle à une clientèle privée. Et là, en plus, on est dans une période de fin d'année importante, j'imagine, pour vous. Tout à fait, c'est une très grosse période pour nous. C'est un des pics de notre activité. Sur la fin d'année, nous faisons environ 4000 paquets cadeaux que nous commandent nos clients, entreprises, particuliers. Là, depuis une semaine, ça commence à s'activer. Voilà Patricia, en bonne épicurienne que vous êtes, j'imagine maintenant qu'on va vous voir traîner un petit peu dans le quartier. Dans ce quartier-là, Fabien, vous me verrez plutôt aux abords d'une adresse chocolatée. Elles ont égayé la semaine à Monaco avec leurs chants. On les a vues à l'arrivée de la No Finish Line et dans plusieurs institutions monégasques avant qu'elles ne se produisent en concert. Pendant 5 jours, Monaco a accueilli 12 chanteuses de la chorale Malagasy Gospel à l'occasion d'un échange interculturel. Elles viennent de Madagascar, un pays soutenu par la principauté à travers différents projets financés par la coopération internationale. Je vous propose de découvrir ce Focus Info signé Frédéric Elion sur des images de Thomas Deus et Alban Gingembre. C'est une chorale pas comme les autres. Il y a 15 ans, la Malagasy Gospel voit le jour. Un groupe de jeunes chanteurs composé de 150 filles, âgées de 8 à 20 ans, et de 2 jeunes garçons non-voyants. La majorité vient d'un quartier populaire et très pauvre de Tuléar à Madagascar, où des milliers d'enfants sont livrés à eux-mêmes. La Malagasy Gospel est bien plus qu'une simple chorale, créée par une ONG, Eau de Coco. Elle part régulièrement en tournée dans le monde entier via le programme Bel Avenir, afin de chanter bien sûr, mais surtout de sensibiliser le public à l'exploitation des enfants. Le projet de la Malagasy Gospel est de justement donner un loisir, une activité qui soit protégée des loisirs aux jeunes filles du sud de Madagascar parce qu'il y a un fléau de prostitution infantile et de grossesse précoce. Le but c'est de se trouver à une activité qui remplit les week-ends, les jours qui sont fériés et qui se retrouve et avoir les valeurs de la musique. Après, depuis bien 15 ans, on a dit mais ces filles chantent quand même bien. Alors on va pouvoir exporter notre savoir-faire et être ambassadeur des droits des enfants partout dans le monde. La Malagasy Gospel fait partie d'un projet financé depuis plusieurs années avec la coopération monégasque. Madagascar est d'ailleurs le premier pays d'intervention de la DCI en termes de financement et d'action sur le terrain. Depuis 2003, la Bel Avenir a été créée et nous les soutenons depuis maintenant 2010. Voilà. Donc nous soutenons leurs activités à Fianarantsoa, une ferme-école. Et puis nous finançons bien entendu aussi leurs activités sur Tuléar, où ils ont donc créé des écoles, ils scolarisent les enfants. Tous les ans, la Malagasy Gospel part en tournée après plusieurs étapes en France, à Paris et Annecy notamment. 12 chanteuses de la chorale sont venues à Monaco pendant 5 jours pour un échange interculturel extrêmement enrichissant. L'occasion de rencontrer de nombreux acteurs de la vie associative monégasque, certains en lien avec Madagascar, comme l'association Foi, Action, Rayonnement. On a un lien maintenant avec 2 associations, Centre Énergie et un accueil de jeunes, d'enfants, une pouponnière en fait compte. Et donc nos aînés partent là-bas faire de l'entraide aux autres en mois d'août, généralement 15 jours. Donc sur la crèche, ils restent généralement à peu près 5-6 jours. Et ensuite, ils organisent une colonie d'enfants pour les enfants des rues.
Le phare fêtera ses 40 ans l'an prochain. En attendant, après avoir fait connaissance avec les filles de la chorale via des petits jeux, l'activité du jour va se passer en cuisine. Ils vont préparer leur repas en fin de compte, donc plusieurs tables avec plusieurs recettes. Le but c'est que ils découvrent un petit peu la cuisine de chez nous avec des ateliers différents, donc c'est eux-mêmes qui vont créer leur repas. Par groupe de 3 ou 4, la mission est simple, préparer plusieurs plats, pâte bolognaise, carbonara, salade de pommes de terre, gâteau au chocolat ou au yaourt. Ça l'étape numéro 1, ça l'étape numéro 2. Okay. Oui, l'étape numéro 2, là elle est en train de faire cuire les oignons. Là on fait la viande. Vous aimez bien cuisiner les filles en temps général ou pas? Oui. Pourquoi? On aime beaucoup. Ah, c'est une vraie passion? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? J'aime beaucoup le côté au milieu. Ce séjour en principauté est placé sous le signe du partage et de l'échange, et notamment autour de la musique. Au centre d'activité Princesse Stéphanie à la Turbie, les chanteuses de la Malagasy Gospel ont pu rencontrer les adultes en situation de handicap de la MAPI. On a invité la chorale de Madagascar aujourd'hui pour pouvoir faire un échange sur le thème de la musique, de la chorale, pour pouvoir trouver, c'était un moyen de communication, un lien entre nos deux associations. Aujourd'hui, il y a 9 personnes du foyer de vie, il y a une dizaine de personnes du CAPS 2, c'est le centre d'activité de jour qui se situe ici à la Turbie, et il y a une dizaine de travailleurs handicapés du CAPS 1 à Fontvieille. Blind test, chanson improvisée, la connexion se crée naturellement et les sourires ne quittent plus les visages. Et la vie je mets les yeux fermés, je vais arrêter. Il va y avoir la chorale de la MAPI et avant il y a la chorale de Madagascar qui est en train de chanter parce qu'on était dans la terme de No Finish Line Monaco et ils chantent super bien. En fait, on fait partie du CAPS 1 et on a le groupe chant qui est présenté par Pascal. C'était mon projet au début, donc du coup, ça s'est abouti et on est beaucoup plus nombreux que voilà. Mais là, ça fait du bien de voir des gens comme la chorale de Madagascar que je n'ai pas connue, que j'ai vue au No Finish Line dimanche. Là, tu as pu chanter avec eux quand même. Ouais, voilà, je les adore, je les adore. Hosanna, 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 Hosanna. Les enfants sont l'avenir de notre planète. 6 filles de la chorale se rendent à l'école des Rêvoirs pour un jeu avec les élèves de CM2. Par groupe, l'objectif est de répondre à des questions sur la culture malgache et aussi de sensibiliser les élèves sur la problématique du travail imposé aux enfants. Ce matin, il y a des enfants qui viennent de Madagascar qui sont venus nous présenter leur pays et nous expliquer comment ils vivaient. Et après, ils nous ont fait une chanson qui était très belle. On a appris des mots en malgache. On a appris la capitale, la durée de la France jusqu'à Madagascar. On a appris plein de choses sur les animaux et la déforestation, le réchauffement climatique et l'école. Cette rencontre avec les enfants de l'école des Rêvoirs est le point d'orgue de 5 belles journées pour la chorale malgache en principauté. Il y a encore des gens qui sont venus à notre concert, mais ça me fait vraiment plaisir et ça nous donne de la force à chanter devant eux et ça me vraiment fait plaisir. Et hier soir, on a fait une des derniers concerts ici, c'est vraiment chouette, oui. Et ça nous a vraiment donné la joie et
c'est la fierté d'avoir les gens à Monaco, c'est vraiment chouette. Merci aux gens de Monaco, merci à vous aussi. On a visité le palais, on a visité aussi le casino Monte Carlo. On a visité beaucoup, mais merci beaucoup. On a plein de souvenirs ici. Après avoir envoûté Monaco avec leur voix exceptionnelle, les filles du Malagasy Gospel poursuivent leur tournée en Europe. Prochaine étape, Andorre, pour continuer de faire découvrir la culture malgache et sensibiliser le public européen au respect des droits de l'enfant dans le monde entier. En 2021, 160 millions d'enfants étaient contraints de travailler. Ce week-end sera-t-il aussi ensoleillé que le précédent? Devra-t-on cependant se couvrir un peu plus? La réponse tout de suite avec Yannick de Bever. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Effectivement, on sentira décembre approcher à grands pas ce week-end. Il fera globalement beau, mais très frais, avec pas plus de 13 indiqués sur le thermomètre ce samedi, pour un ressenti de seulement 9 degrés à cause d'une brise soutenue tout au long de la journée. Ce samedi 25 novembre, les Catherines sont à l'honneur et c'est également la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Et prenez-en bonne note pour les pros du jardinage, un dicton très répandu annonce la période optimale pour le bouturage des arbres et des arbustes au 25 novembre, car à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Ce journal est à présent terminé. Nous nous quittons sur les photos des coulisses du 19h délocalisé au Café de Paris. Cette session d'information et d'entretien que vous avez pu suivre au début de ce journal avec Christine Datomel. Les photos sont signées Stéphane Dana. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à demain, 19h.